On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Ouais. On est là, hein. Yes. Ça fait chaud quand même, hein. Ouais. Ouais, ça fait bizarre. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir ont fleuri. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh oh la 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 oh oh la 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 oh. Bien, bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Nous vous avons invité à cette conférence de presse car ce soir à 18 h, plus de 50 organisations lanceront à l'ENAF, à la Bourse du Travail de Paris et sur les réseaux sociaux, un Tour de France pour la santé. Ce Tour de France portera l'exigence d'un budget de la sécurité sociale pour sortir de la crise sanitaire et répondre aux besoins de la population. En janvier dernier, à l'initiative du collectif Notre Santé en danger, une vingtaine d'organisations citoyennes, syndicales, mutualistes et politiques se réunissaient autour de préoccupations communes. Le constat partagé d'un système de santé laminé par les politiques menées, d'une crise profonde, grave, touchant tous les secteurs de la santé, du médico-social et du social. Crise qui crée des difficultés d'accès aux soins croissantes pour les usagères et les usagers, avec leur lot d'inquiétudes, voire d'angoisse, et qui conduit à une augmentation du renoncement aux soins ou à des retards de prise en charge avec des conséquences potentiellement gravissimes. Nous partagions alors la nécessité d'une large mobilisation citoyenne dans notre pays autour du droit à la santé dans toutes ses dimensions physiques, psychiques et sociales. Désormais, ce sont plus d'une cinquantaine d'organisations et de collectifs, dont Solidaire, la FSU, l'UFMIC-CGT, l'Association des médecins urgentistes, Médecins du Monde, l'Union syndicale de la psychiatrie, la Fédération des orthophonistes de France, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, le collectif Interhôpitaux, les associations féministes, des collectifs locaux, qui lancent une mobilisation citoyenne pour l'accès aux soins pour toutes et tous partout et s'engagent dans la construction de ce Tour de France pour la santé. Parce que nous pensons qu'il y a urgence à mettre en évidence l'ampleur des problématiques et la nécessité d'imposer des choix politiques à l'opposé de ceux qui nous sont proposés et des discours entendus cet été. Nous ne réparerons pas la santé dans notre pays si le fil conducteur du gouvernement continue d'être celui de la baisse des dépenses publiques et des économies à réaliser sur la santé, comme l'a martelé Bruno Le Maire cet été. Au-delà du discours, les annonces et mesures gouvernementales, doublement des franchises médicales, diminution des remboursements dentaires, contrôle des arrêts maladie et 4e jour de carence possible, Ondam hospitalier inférieur à l'inflation, viennent confirmer la reprise, voire l'accentuation de ce que nous avons appelé l'anormal, L'(anormal). Les mesures annoncées sur les revalorisations des primes de nuit et de week-end ne sont pas à la hauteur des attentes des professionnels de santé et de la crise des recrutements à l'hôpital et dans toutes les structures d'accompagnement et du soin à la personne. Pas à la hauteur de la grave crise sanitaire dans laquelle nous nous enfonçons. Combien de morts évitables sur un brancard des urgences devrons-nous attendre et comptabiliser pour que de réelles mesures soient prises et pour que le budget de la sécurité sociale soit voté au Parlement, permette des mesures d'ampleur? C'est donc le sens du Tour de France pour la santé que nous avons engagé dans une construction citoyenne la plus large possible. Pendant toute la durée du débat parlementaire sur la loi de financement de la sécurité sociale, se dérouleront des étapes inscrites dans ce Tour de France. Plus d'une trentaine sont prévues et depuis 2 semaines, des demandes arrivent tous les jours. À chaque étape, organisations, personnels, usagères et usagers donneront un carton rouge à une agence régionale de santé qui ferme une maternité, comme à Sarlat, et un centre d'IVG, au ministre Darmanin qui veut attaquer l'aide médicale d'État, aux politiques qui ferment les urgences et font les déserts médicaux, à Sanofi qui veut fermer à Sisteron une ligne de production de médicaments, au manque d'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap, à Emmanuel Macron qui a fermé plus de 10 000 lits d'hôpitaux depuis la crise Covid.
Le Tour de France, ce sera aussi donner un carton vert aux propositions, aux exigences et aux revendications pour le droit à la santé, pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale à la hauteur des besoins. Il faut souligner la diversité des organisations qui participent à ce Tour de France, mais aussi des porteurs locaux d'étapes. Là, un syndicat hospitalier, une union locale syndicale, un comité de défense de l'hôpital, une équipe soignante, un centre de santé, des usagères et usagers de la santé, des usagères, usagers et professionnels de santé ensemble. Des porteurs locaux qui s'adressent à la population et aux autres organisations pour construire une ou des initiatives dans le cadre du Tour de France pour la santé. Cette diversité fait que de nombreux thèmes seront abordés. Urgence, maternité, vieillissement et santé, EHPAD, psychiatrie, déserts médicaux, santé des enfants, santé au travail et d'autres. L'initiative s'inscrit dans le tempo du débat parlementaire car nous pensons que la question du budget contraint de la sécurité sociale qui pèse depuis des années sur les politiques de santé a conduit à la catastrophe que nous vivons. C'est pour cela aussi que nous soutenons l'initiative lancée par la Convergence Service Public dans les suites des journées de Lure en mai dernier d'une pétition nationale pour un budget de la sécurité sociale répondant aux besoins de la population. Dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre notre démarche unitaire et au final, ce que nous souhaitons, c'est être débordés par la multiplication des étapes de ce Tour de France pour la santé et de pouvoir porter lors de l'initiative de fin de ce Tour de France des cartons rouges et verts par centaines. Et nous vous appelons dès ce soir à participer à la soirée de lancement de ce Tour de France pour la santé. Merci. On veut plus de matériel, à la théâtre bordel, des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est pour nous, ça se passe en France. Entendez notre peine, sous l'eau c'est sûr on l'aime. Soyez sûrs, on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. On est prêt. On est prêt, on est là. Il est quelle heure là? Il est 20. 13h20. Ah, et vous, vous êtes Radio plein air. Radio Plein Oh, Air. je connais pas Radio Plein Si, Air. c'est surtout sur le plateau, Exactement, sur le Haut-Doubs, Pontarlier, Ah, d'accord, Radio Plein Air. D'habitude, c'est pas le jeune homme qui vient pour Radio Plein Air. Radio Plein Air. C'est votre collègue d'habitude qui vient. C'est Jérôme qui vient. Ouais, c'est ouais. Jérôme. Ouais. Ah, c'est pour ça, vous n'avez pas vu. Ouais. Tu l'as eu ça? Ouais, monsieur Paulin me l'a donné. Ouais. Ok, ça marche. Alors après, il y a celui national. Tiens, le national. Parce Merci. que là, c'est l'appel national, ça. Puisqu'il y a déjà 37 villes. Avec la sono. D'accord. Pour que les gens qui traversent le parvis comprennent un petit peu ce qui se passe. Alors, ils voient, mais il y a des fleurs. On va pas se plaindre qu'il y a des belles plantes devant nous, mais ça nous cache. Donc Oh, comme ça, ils pardon. nous entendront. Puis Oui. leurs oreilles Je seront. me lève, c'est ça. seront J'avais attentives. pas compris. Alors on va passer la parole. PLFSS. Alors le PLFSS, il va être présenté le 18 octobre. Explique ce que c'est. Oui, je l'ai dit. Ouais. Il va être présenté le 18 octobre et pendant 2 mois, il sera discuté à l'Assemblée nationale. Alors, nous, on a décidé, à plus de 50 organisations, partis, syndicats, de faire un tour de France de la santé. Alors, pourquoi un tour de France de la santé? On a lancé ça pour créer une mobilisation citoyenne et faire remonter toutes nos revendications à l'Assemblée nationale. Alors, il y aura ce qu'on appelle des cartons rouges. Alors, les cartons rouges, ça sera, on peut vous le présenter, ça sera ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre dans les services de soins, mais pas seulement, hein, également pour avoir un rendez-vous chez le médecin. On sait qu'il y a un nombre incroyable d'usagers qui n'a plus de médecins traitants. On sait aujourd'hui qu'il y a eu 40% des services d'urgence qui ont été fermés cet été partiellement ou totalement. Alors donc voilà, et il y aura aussi des cartons verts.
qu'on peut également vous présenter. Et là, dans ces cartons verts, on exprimera et on fera remonter toutes nos exigences pour une santé de qualité. Parce que l'idée du Tour de France, c'est quand même d'essayer d'expliquer pourquoi il est possible que tout le monde puisse se soigner dans ce pays. Voilà, alors il y aura aussi le sprint final, parce que pour tout Tour de France, il y a évidemment un sprint final, et l'idée c'est de faire une mobilisation nationale après avoir fait remonter toutes nos revendications, et on espère bien que les députés en tiendront compte à l'Assemblée nationale avant de voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors on est très inquiet par rapport au projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'il annonce déjà un budget extrêmement serré. Hein. Il annonce un ONDAM. Alors l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie à 2,6%, ce qui veut dire que ça ne suit même pas l'inflation, ce qui veut dire qu'il y aura de nouvelles fermetures de lits, des fermetures d'établissements probablement, et évidemment un manque de personnel. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 600 000 infirmières et que dans le pays, il en manque rien que 100 000. Vous imaginez ce que ça veut dire pour pouvoir avoir une santé de qualité. Alors qu'est-ce qu'ils annoncent aussi? Ils annoncent une augmentation de 50 centimes sur chaque boîte de médicaments. Ils osent dire s'attaquer aussi aux arrêts maladie, en disant que on va mettre un 4e jour de carence, parce qu'il semblerait qu'ils croient, ces gens qui ne travaillent pas, que les gens s'arrêtent pour avoir des vacances. Eh bien non, ça c'est pas possible. Donc il est important de pouvoir faire remonter tout ça. Bon, il y a l'AME qui va être supprimée pour les personnes sans papier, les étrangers, etc. Enfin bon, c'est un budget extrêmement serré qui est annoncé et contre lequel les professionnels de santé, les usagers devront se mobiliser. Et c'est pour ça que samedi, donc à 15 h, on vous donne rendez-vous au Parc Micot, où on présentera un film qui a été fait par des usagers de la santé et qui exprime bien toutes les difficultés qu'on rencontre dans la région. Après, il y aura un débat avec des professionnels, dont Laurent Tinès, mais neurochirurgien au CHU de Besançon, mais pas seulement, hein, également des usagers, des syndicalistes, un tas de gens qui s'intéressent à la santé d'aujourd'hui. On sait, hein, par ailleurs, dernièrement, il y a eu un problème à l'EHPAD de Bellevaux, hein, avec les restrictions budgétaires, hein, parce qu'évidemment, là, ils vont nous parler de trou de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas un trou de la sécurité sociale, c'est un déficit de financement qu'il y a dans la santé. Voilà, mais je vais peut-être passer la parole à mes collègues, hein, parce que j'ai peut-être un peu trop parlé. Oui, moi je voudrais rajouter qu'il y a des impacts directement sur Besançon, hein, par exemple. Hein. Vous avez la fermeture programmée de la résidence, l'hébergement foyer de vie UO, la résidence UO qui se trouve vers la rue de Vesoul, vers la rue Jean Virch, où ils veulent fermer pour cause, soi-disant, qu'il y a trop de travaux de rénovation à faire, qu'il n'y a pas assez de résidents, que ça coûte cher. Voilà. Mais par contre, à côté, ils disent mais on va reconstruire un autre bâtiment, mais on ne sait pas où. Et quand on leur fait des propositions alternatives en disant s'il n'y a pas assez de résidents, on va aussi peut-être faire une démarche intergénérationnelle et loger des jeunes, des étudiants, des jeunes travailleurs qui pourraient aider nos aînés, hein, parce que c'est des foyers de vie, par exemple. Donc ça, c'est sur Besançon. Après, il y a plein de... Par rapport au PLFSS dont on parlait Colette, c'est dramatique, parce qu'avec un ONDAM à 2,5, alors qu'il faudrait 5,5% pour maintenir en l'état les hôpitaux et les EHPAD, vous vous rendez bien compte qu'on va à la catastrophe. Sur les EHPAD, il faudra embaucher au moins 100 000 personnes. Une revendication principale que tout le monde partage, c'est un soignant pour un résident, et pas simplement un agent pour un résident. Il n'y a jamais d'ingénieur de nuit dans les EHPAD, exceptionnellement. On n'arrive pas à recruter, donc il y a aussi une démarche que le gouvernement devrait faire d'attractivité, de recrutement, de mettre en place des choses. Voilà. Et moi je vais conclure que c'est maintenant qu'il faut agir, parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard.
Donc maintenant, il faut se battre et c'est pour ça qu'on fait ce Tour de France. Et moi personnellement, mais comme plein d'autres autour de moi, je lâcherai rien. Bon alors, je parle en tant que représentant syndical à l'hôpital Mingeot, ici même, pour vous dire que on a fait longtemps, depuis longtemps, on fait confiance finalement à ceux qui nous dirigent, aux politiques, qui nous promettent toujours des jours un peu meilleurs dans le système de santé. Et il faut quand même un petit peu garder raison, et quand on analyse la situation depuis 20 ans, on s'aperçoit que ça va de moins en moins bien. Et qui pourrait dire le contraire? Certainement pas nous qui travaillons à l'hôpital. Et les usagers, quand vous venez aux urgences parce que vous n'avez pas trouvé de médecin traitant, parce que vous avez des soucis, puis vous ne pouvez pas les régler à l'extérieur de Besançon, vous arrivez aux urgences et vous passez 10 heures, 20 heures, 36, 48 heures sur un brancard. Alors c'est vrai que les brancards au CHU, on les a améliorés, on est passé quand même de matelas de 5 cm à des matelas de 10 cm. Alors c'est peut-être meilleur pour les fesses, mais au bout de 10 heures, je vous assure, ça fait mal aux fesses. Donc ça, c'est pas du boulot. Il y a un moment, on est obligé de reconnaître que ça va pas, il faut changer. Et puis alors, je parle du CHU, mais là, la direction de notre CHU, par exemple, c'est glorifier finalement une campagne de recrutement du tonnerre. Il y a eu des centaines, des milliers de candidatures spontanées, 400 recrutements, 280 soignants. Bref, le directeur ensuite a changé ses chiffres. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'une campagne de recrutement pour un établissement public qui va dépouiller d'autres établissements publics de la périphérie de notre CHU, je trouve que aussi on peut se poser des questions. On est arrivé maintenant dans l'hôpital public à se faire de la concurrence entre nous, alors qu'on devrait travailler la main dans la main. Quand les EHPAD, il n'y a plus de personnes pour travailler dans les EHPAD, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Les personnes âgées sont déjà mal prises en charge et au bout d'un moment, elles arrivent aux urgences. Et puis c'est pareil dans les hôpitaux périphériques, à Pontarlier, à Lons-le-Saunier et à Dole. Et puis alors, je ne vous parle même pas de la Haute-Saône. Donc voilà ce qui se passe. On en arrive à un système libéral dans un système public où chacun se tire la bourre et chacun se glorifie de ce qu'il fait au détriment des autres. Eh bien tout ça aussi, on doit le poser sur la table et on se dit, voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on veut qu'on continue comme ça? Depuis 20 ans, on nous promet. Mais non, il faut vraiment maintenant changer les choses. Qu'est-ce qu'on veut comme système de santé? Moi, j'insiste beaucoup sur les triangles verts, les cartons verts. Quel système de santé on veut pour dans 15 ans? Bien sûr, on ne va pas y arriver tout de suite. Mais dans 15 ans, on veut quoi? On veut des médecins traitants à notre domicile. Premier truc qui va nous dégrossir la situation. Ensuite, on veut des personnes, des spécialistes quand on en a besoin. Et en dernier recours, si on n'y arrive pas, on vient aux urgences. Mais comment on fait pour mettre des médecins traitants partout? Comment on fait pour mettre des infirmières libérales partout? Pour que, au final, l'hôpital se désengorge et tout ça. C'est ça qu'on veut. C'est un système, c'est une proposition de système de santé nouveau, mais qui a déjà existé. Peut-être qu'on peut l'améliorer. En tout cas, on ne peut pas rester dans cette logique libérale de toujours moins d'argent, parce que quand il y a toujours moins d'argent, eh bien on perd des lits. En 2017, on avait 1162 lits d'hospitalisation au CHU. 4 ans après, 2021, c'est les budgets, je vous montrerai les chiffres. De tête, on a 1084 lits. On a perdu 82 lits en 4 ans au CHU de Besançon, des lits d'hospitalisation. On va avoir dans quelques semaines les chiffres 2023. On aura encore perdu des lits. Et quand je vous dis 1062 en 2021, lits, aujourd'hui on en a dans ces lits-là 149 qui sont de toute façon fermés. Ici, dans ce gros établissement, 149 qui sont fermés, plus tous les lits qui ont été fermés pour ces vacances, et dont on n'est pas encore arrivé à les rouvrir. Donc voilà, la crise, elle est aussi présente dans cet immense CHU où on se dit, ah ben là quand même, il y a du potentiel, il y a de la place et tout. Eh bien non, ici aussi, c'est la galère, il faut changer ça, en avoir conscience, et se bouger. Donc on vous invite tous, bien entendu, samedi à 15 h au Parc Micot, pour discuter de tout ça. Oui, je voulais juste dire un mot aussi sur la pénurie de médicaments. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a 15 jours, il y a une dame qui devait faire soigner son fils avec de l'amoxicilline, donc c'est un antibiotique classique pour les enfants.
Elle n'a pas pu trouver l'amoxicilline sur toute la région de Belfort-Montbéliard. Elle a dû venir à Besançon pour en trouver. Alors on ne peut pas dire que les laboratoires, ils ne font pas de bénéfices, hein, ils ont des bénéfices incroyables, mais comme ils veulent encore augmenter leur prix, eh bien, ils ne produisent pas comme il faudrait. Et là encore, on voit que notre gouvernement se montre incapable de résoudre le problème. Je vous parle de l'amoxicilline, mais il y a un tas de problèmes de curare aussi à l'hôpital qui ont été signalés et qui sont quand même extrêmement graves pour pouvoir soigner les gens. Et à la question, oui, mais on ferme des lits parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Eh bien, oui, il n'y a pas assez de personnel. Le personnel s'en va, mais c'est surtout une gestion inadmissible à laquelle on fait face. Elle est inadmissible parce que les gens qui sont partis en retraite, ou qui partent en retraite aujourd'hui, eh ben, normalement, quand on est ministre de la Santé, eh ben, évidemment, on doit le prévoir, hein, parce qu'on connaît l'âge des gens, on sait qu'ils vont partir, et les écoles, eh ben, elles n'ont pas recruté suffisamment. Et aujourd'hui, eh ben, dans les IFSI, il faudrait recruter énormément, arrêter le Parcoursup, puisque c'est par Parcoursup que les étudiants s'inscrivent dans les IFSI, dans les écoles d'infirmières. Et du coup, il y en a 20% qui abandonnent. Parce que quand on s'inscrit sur Parcoursup et qu'on a 18 ans, ben, on ne connaît pas la vie de l'hôpital. On ne sait bien sûr pas ce qu'on va rencontrer. Et la vie de l'hôpital, elle est de l'hôpital ou des EHPAD, de la santé en général, hein, ou des médico-sociales d'ailleurs, eh bien, elle est tellement difficile et on a tellement de belles idées dans la tête parce que, par exemple, être infirmière, c'est vraiment un beau job, quoi. On peut faire plein de choses. Je dis infirmière parce que j'étais moi-même infirmière, mais il y a un tas de professions très chouettes à l'hôpital et on ne peut plus les faire correctement. Et rentrer chez soi et se dire qu'on n'a pas fait correctement son travail, ben c'est lourd de conséquences et ça entraîne des burn-out. Je passe la parole. Juste Tout le monde doit réagir. J'ajoute juste une petite chose. Par exemple, il y a une alternative à l'hôpital. C'est par exemple la création d'un centre de santé public avec du personnel salarié, médecins salariés et autres, comme ça existe sur le territoire de Belfort, comme ça existe en Bourgogne. C'était au programme de la municipalité actuelle. Ça a disparu des rayons. C'était une maison de santé. Non, centre de santé. Au début, c'était bien centre de santé et pas maison de santé pluridisciplinaire. On en débattra samedi à Nico, de ça, c'est vraiment la différence. Et donc, c'est pour ça que nous avons invité à Nico l'adjoint au maire chargé de l'hygiène et de la santé, M. Fischer, qui a accepté de venir. Et donc, on pourra débattre avec lui et remettre sur pied ce projet de centre de santé qui pourrait aussi désengorger les hôpitaux. Moi, oui, ça, j'ai rien à faire, voilà. Moi, je voudrais parler, donc, Colette et Marc ont parlé longuement à la fois du CHU et des EHPAD. Je crois aussi qu'il y a un secteur qui est en décrépitude, c'est la psychiatrie. En psychiatrie, alors qu'après l'histoire du Covid et du confinement, des tas de gens se sont retrouvés en difficulté, des adolescents ont pété les plombs, ont fait des burn-out, ont été en dépression, ont fait des tentatives de suicide, pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique pour un adolescent, un adulte et un enfant, en fait, il faut attendre 6 mois ou 1 an. Un an et demi, dit Pascal, donc encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes mal, vous tentez de vous suicider et vous n'avez pas de rendez-vous et de suivi à la suite de cet épisode dramatique. Donc en fait, nous, Codes 25, on s'est créé en novembre 2021, on a été reconnu. Notre idée de la santé, c'est que la santé ne soit pas une marchandise et que la santé soit 100% sécu. C'est pour ça que nous intervenons samedi pour essayer de sensibiliser les citoyens et qui comprennent qu'il est important de se faire entendre au niveau national. Merci. Un autre élément qui devrait être pris en compte, c'est les médecins, les chirurgiens qui sont à l'hôpital. Mais par contre, il n'y a aucune règle établie sur le financement
des médecins en hôpital et le financement dans le secteur privé. La règle n'est pas du tout la même. On peut comprendre une personne qu'elle quitte un établissement public pour aller dans un autre établissement où elle est payée de 3, on m'a dit parfois 10 fois plus cher. Donc si ça, c'est pas pris en compte par le ministère de la Santé, bah, évidemment, on voit la suite. Voilà. Et puis pour la psychiatrie, bah oui, il faut mettre en plus. Moi, je suis plus particulièrement dans le Jura, et quand on annonce dans le journal qu'il n'y a plus de pédopsychiatres sur la psychiatrie, sur le CMP à Saint-Claude, ma foi, c'est 16 gamins qui sont plus suivis, et puis c'est tout, puis chacun s'en contente, sauf les familles qui ont déjà tellement de soucis qu'elles ne vont pas monter au créneau. Donc voilà. Parmi les organisations signataires, il y a donc des collectifs comme le CODES, d'usagers, il y a donc des syndicats, et puis il y a aussi des partis politiques. Et on a le NPA. Merci Marc. Non, je ne vais vraiment pas parler, je vais mettre deux phrases au nom du nouveau parti anticapitaliste. Bon, évidemment, on est complètement partie prenante de cette initiative, et on sera là samedi. Pour nous, un système où la santé, comme les biens communs, comme l'eau, sont marchandisés, c'est un système pourri. C'est un système qui a vocation à terminer dans les poubelles de l'histoire. Donc, oui, pour une santé à 100% sécurité sociale, non pour une santé marchandisée, non à une santé qui coûte moins que les profits. Et il faut, de toute façon, pour en arriver à nos fins, il faudra forcément au moins enfoncer un coin très très profond dans un système inhumain, inique, le système capitaliste. Voilà. Merci. Et on renvoie toutes les organisations signataires de cet appel au Tour de France pour la santé, elles sont là-dessus. Donc il y a les partis, il y a les syndicats, il y a tous les collectifs, il y en a des gros, hein, on représente beaucoup. Et on attend beaucoup de cette mobilisation sur le Tour de France pour la santé. Mesdames, messieurs qui venez à le... Le truc, c'est que on va mettre au moins un au-dessus. Et on peut peut-être en mettre deux autres pour si les gens veulent voir. Et après, on va mettre le troisième. Et après les... quatre au-dessus. Ouais, faut qu'on mette le maximum, faut qu'on mette au moins 20 chaises en haut, quitte en ça sera fait. Ah bon, c'est léger? Vous en mettez 3 là-haut, c'est ça? T'en veux combien là-haut? 3, 4.
Ah, c'est un radiologue. Sur une radio, sur un scanner. Bah écoute, ça peut arriver. J'ai dit, si on a des médecins comme ça, ils peuvent se faire foutre. Il a vu des... Il a des jets agressifs, j'en ai rien à foutre. J'ai déjà rien à faire, c'est ça. Bon, en même temps, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Ah oui, il monte un truc là-bas. Oui, mais XR aussi, il y a XR qui était prévu visiblement. Bah, personne n'a voulu jouer avec moi, donc j'ai gagné, hein, je pense. Il est le seul à jouer, donc il va y arriver. Bon, ben il y a... Ah bah non, je pense que Radio Libre, je sais pas, Radio Libre. Des chaises pour s'asseoir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, nous, on est des usagers de la santé. Il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont même des professionnels de la santé. Et on s'interroge. On se dit, ça fait plus de 20 ans qu'on est là. On pensait avoir le meilleur système de santé du monde. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et ça nous fait peur. On a la trouille. Tous les chiffres vont de plus en plus dans le rouge. Eh bien, aujourd'hui, comme un petit peu partout en France, on s'interroge. Et on a organisé avec une quarantaine d'associations ce qu'on appelle un Tour de France pour la santé. Et la première étape de ce Tour de France, elle a lieu ici, même au Parc Micos, ce 16 septembre. Ça commencera à 15 h. On va vous présenter un film d'usagers de la santé qui vont nous raconter leur expérience de la santé. C'est le collectif de Dole. À Dole, il y a un CH, un hôpital qui est en crise. Et donc les habitants de Dole, ils ont moins de médecins traitants, ils ont moins de personnel de médecins, on va dire, spécialisés, et ils ont même un hôpital qui va plus trop. Alors comment ils font les gens de Dole? Eh bien les gens de Dole, ils sont en colère. Et c'est ce qu'ils vont venir nous expliquer dans ce film. Et ce film sera l'occasion ensuite de commencer une discussion entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Et comment on peut présager de l'avenir, faire insuffler une nouvelle politique pour la santé? Alors pour ça, on va vous amener à participer activement à cet après-midi en remplissant des cartons rouges, ce que nous ne voulons plus, ce que nous ne supportons plus dans le domaine de la santé. On remplit les cartons rouges, on les installera sur les petits fils. Et des cartons verts, qu'est-ce qu'on veut pour notre système de santé? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Et tout ça, ça sera remonté au ministre, enfin, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la discussion des budgets de la sécurité sociale, donc des budgets de l'hôpital, des budgets des mutuelles, des budgets des médecins traitants, de tout ça. Ça aura lieu du 15 octobre au 15 décembre. Et à la fin des actions en France, vers le 13 octobre, il y aura certainement une mobilisation et on remettra à l'Assemblée nationale ces cartons qui contiendront les doléances des citoyens. Voilà. Si vous voulez venir donc vers le vite-abri, vous pouvez noter sur les cartons rouges et verts ce qui vous semble à la fois dégringoler dans la santé, mais aussi ce que vous voudriez pour votre santé future. Merci. Susciter le débat sur la situation de nos deux hôpitaux publics de Dole, donc l'hôpital général et l'hôpital spécialisé. À Dole, Dole rencontre les difficultés que connaissent tous les hôpitaux de France. En 2014, on nous a fermé la réanimation, ensuite une ligne de SMUR et récemment la chirurgie conventionnelle. Donc, en ce moment, il y a un gros bloc opératoire ambulatoire qui est en train de se faire. Et ce qu'on nous vend, c'est qu'on va avoir le meilleur service parce que l'ambulatoire se développe sur Dole. Donc nous, on se bat au comité, le point sur lequel on se bat le plus, c'est le retour de la chirurgie conventionnelle, parce qu'elle conditionne aussi l'existence d'autres services à côté. Par exemple, la maternité a besoin d'avoir à proximité un service de chirurgie. Voilà, donc le film, ce sont des témoins, qui expriment ce qu'ils ont vécu à l'hôpital.
donc des témoins soignants, des médecins, des infirmiers, des syndicalistes et puis des usagers. Voilà. Donc le film, il a tourné déjà dans pas mal de villages aux alentours de Dole et on continue, on a encore des programmations faites dans plusieurs villages. Donc je vous incite à faire la même chose parce que c'est l'occasion, après le film, d'avoir du débat. Certaines personnes, en voyant le film, découvrent la situation. Donc les gens savent que l'hôpital est pas en bonne santé, mais à l'issue du film, découvrent et sont assez surpris de constater l'état de nos hôpitaux. Voilà. Merci. Bon film. La France 3 qui est là, alors ma foi, remettez vos cheveux. Comment ? Le centre hospitalier d'accueil qui fait que des personnes vont quelquefois arriver en grande urgence à l'hôpital, alors que si on avait pu les voir 1 mois, 2 mois auparavant, on ne serait pas arrivé à cette extrémité-là. Je suis Dolois, le papa d'un enfant qui avait alors 8 ans, qui a eu un accident dans la cour de l'école en mars 2022, vers 15h, jambe cassée, tibia péroné. Vu la gravité et la douleur, le SAMU a été appelé, un médecin, on lui a donné des antidouleurs. Et ensuite, il a été transféré donc à l'hôpital de Dole, aux urgences, où l'attente a commencé. On nous a dit surtout qu'il y avait un autre, le médecin qui devait le voir était occupé par une opération. Donc il fallait patienter que l'opération soit terminée. Donc, on était déjà à peu près 3 heures après l'opération. À ce moment-là, quand on voit le médecin qui nous parle de Besançon, sans qu'on sache pourquoi, parce qu'on est à Dole, on est pris en charge à l'hôpital de Dole par une équipe soignante de Dole. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de Besançon? Parce que moi, j'achète pas le journal, donc je ne suis pas au fait des dernières signatures, des conventions, des partenariats et des nouveaux dispositifs de soins pour les Dolois. Et le temps passe, et lui, il est pris par d'autres trucs, enfin, en attendant, et donc, mon fils, lui, patientait comme il pouvait, effectivement, donc il est pris par d'autres patients, donc il va, il revient. Alors, c'est un médecin très âgé, qui est connu au niveau du bassin de Wok, moi je ne connaissais pas parce que, voilà, qui m'explique qu'il fait du rab, en fait, qu'il est là alors qu'il ne devrait pas l'être parce qu'il est en retraite, et que de toute façon, le service de chirurgie, si je me souviens bien, allait fermer 2 jours après, et il était là en gros par bonté d'âme, enfin bref, parce qu'il donnait son temps, par engagement, enfin bref, donc il n'aurait même pas dû être là, donc nous on ne comprend pas pourquoi il nous dit tout ça. Il essaie de nous expliquer, visiblement sait ce qu'il faut faire. Il continue de nous parler de Besançon. On était dans l'incompréhension totale, il attend, il angoisse, le fait qu'il est mal, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait. Vous comptez le faire pour ce soir ou demain soir? Ce soir, d'accord. Okay. Nous, on essaie de comprendre pourquoi Besançon devait coloniser la prise en charge de notre fils. Alors que nous-mêmes avions un médecin, certes, qui ne fait pas d'autre chose, mais on avait un médecin compétent. D'accord. On mettra cette étape, grâce à Radio Média 25, à l'ensemble des étapes du Tour de France. Ouais. Merci Emma. Ça va? C'est bon? Par là. Désolé pour le Larsen. Oui, donc moi je suis le trésorier du CODES 25. Je pense que c'est plutôt à vous de prendre la parole là maintenant, parce que ce que nous dit ce film finalement, et je crois qu'on peut vraiment remercier les amis du comité de Dole, c'est que c'est important de s'exprimer sur les souffrances qu'on peut rencontrer dans ce système. Nous, ici au CODES 25, ce qu'on défend, c'est la gratuité, 100% sécurité sociale, donc la gratuité des soins. On voit que
que la politique qui est menée va complètement à l'encontre et on veut revenir à une situation normale. Et c'est pour ça qu'on a créé ce collectif et auquel vous pouvez adhérer, participer. Je crois que l'important, encore une fois, c'est de s'exprimer librement, de dire ce qu'on a sur le cœur, parce que souvent, les gens n'osent pas parler, n'osent pas témoigner. Il y a des voyants rouges qui s'allument dans ce film. La question des tendances suicidaires chez les jeunes adolescents, le témoignage du psychiatre. Il y a le manque de temps partout qui fait que les conditions de travail se détériorent et que donc les gens ne peuvent plus travailler correctement à l'hôpital et les patients, comme vous savez, en subissent les conséquences. Alors peut-être qu'on ne se parle pas assez entre nous et que un des intérêts du collectif, c'est justement de pouvoir se parler entre nous, d'adhérer, de venir et de remonter toutes ces souffrances, de soutenir tous ceux qui luttent dans les milieux soignants parce qu'ils ont beaucoup de talent et de force et de courage. Merci encore au comité de Dole, c'est un très beau film et félicitations à eux parce que ça ne se fait pas comme ça. Merci et beaucoup à Emma aussi. Donc du collectif de défense de la santé du Doubs, mais également de Solidaire. Et donc oui, merci à Dole évidemment. Je crois que ce film traduit bien la crise qu'on rencontre dans le système de santé aujourd'hui. Alors le Tour de France, là c'est la première étape. Alors pourquoi le Tour de France? C'est suite aux journées de défense des services publics à Lure qu'il a été décidé à plusieurs organisations, partis, associations, de lancer une mobilisation contre ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il s'annonce extrêmement serré. Il dit déjà qu'il y aura un ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc qui concerne l'hôpital, à 2,5%. Et il faudrait minimum 5%, si on suit l'inflation, pour maintenir ce qui existe aujourd'hui. Donc autant dire qu'il faudrait à peu près 10%. Mais il n'annonce pas seulement ça, il annonce également des restrictions sur les arrêts maladie avec un 4e jour de carence. Il annonce une charge supplémentaire sur les médicaments avec 50 centimes de plus à charge, une répression sur l'AME. Il annonce un tas de restrictions contre lesquelles on pense qu'il est extrêmement important de se mobiliser et de comprendre pourquoi on attend des heures quand on va à l'hôpital ou quand on veut se faire opérer ou quand on veut prendre rendez-vous à une consultation. Alors il y a des cartons rouges qu'on va faire remonter aux institutions, aux ARS et à nos députés, de façon à ce que quand le budget va être discuté à l'Assemblée nationale, ils aient en tête tout ce qui ne va pas. Parce qu'on ne pense pas que sur le terrain, ils sont bien au fait, parce que eux, quand ils vont se faire soigner à l'hôpital ou dans le privé, ils n'ont pas trop de problèmes pour se faire soigner. Donc nous, on a plein de choses à dire, donc on vous invite à remplir ces cartons rouges qu'on fera remonter. Mais il y a également des cartons verts, et sur ces cartons verts, vous pourrez expliquer de quelle santé vous avez envie. Nous, on pense par exemple que les centres de santé qui se créent ici ou là dans des déserts médicaux, c'est super bien parce que les gens, ils payent avec leur carte vitale et ils n'ont pas d'argent à dépenser, juste le 7,50 € ou 6,50 € pour compléter le prix de la consultation. Les médecins sont salariés, c'est toute une autre philosophie. Donc voilà, je ne veux pas te retenir plus que ça le micro, donc je vous invite à prendre la parole. Voilà. Moi, j'ai rien à voir avec l'hôpital, je parle pour essayer que d'autres se lancent. Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué, qu'il n'y a pas que dans l'hôpital, j'ai l'impression qu'il y a une inflation administrative, c'est-à-dire que maintenant, pour le moindre truc, il faut remplir des tas de papiers qui prennent des heures. Et par exemple, on nous vend des économies, mais en fait ça coûte plus cher parce qu'on voit que les gens passent plus de temps dans l'administration, et c'est vrai partout de manière générale.
Et j'ai l'impression que c'est très paralysant en fait. Ça paralyse le fonctionnement. Puis il y a aussi une volonté de contrôle. Ça veut dire quoi? Les gens ne savent pas travailler. Et donc en fait il faut qu'il y ait un supérieur hiérarchique, une sorte de DRH qui vient dire non, remplis ce papier là, t'as dépensé combien, t'as bien fait ci comme ci, t'as bien fait ci comme ça. Et je trouve que de manière générale c'est quelque chose qui relève d'un procédé de contrôle et d'humiliation de manière générale de la population qui a lieu dans l'hôpital, de ce que j'ai constaté, mais aussi dans les autres milieux professionnels et puis de manière générale pour les gens. J'ai l'impression qu'il y a une augmentation du poids du contrôle, que le privé ne diminue pas mais augmente en fait, je trouve. Voilà. Hier, on a eu les résultats, c'est le bilan social du CHU de Besançon. Donc on a travaillé pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Donc je vais vous donner quelques chiffres, parce que quand on est dans des bassins de population autour des CHU, c'est rare, enfin, il y a une mobilisation de la population qui sont touchées dans les zones blanches, et c'est souvent en dehors des grosses villes. Parce que les grosses villes, on se dit, bah, nous, on a au moins de CHU. Mais je vais vous dire que la crise, elle est aussi dans les grosses villes et dans les gros établissements. Et je vais vous illustrer ça par des chiffres qui sont tout chauds, ils sont sortis hier. On va les discuter en instance au CHU, je ne sais même pas si j'ai le droit de vous les lire, ces chiffres. On s'en fout moi-même. Mais c'est pour vous dire que en 2022, donc l'an dernier, le CHU il a perdu 160 équivalents temps plein de personnel. Ça veut dire 160 personnes qui travaillent à temps plein, ils sont partis. Mais plus que ça, c'est 175 soignants. Donc 160 personnes qui sont parties dans tous les services, mais il y a de l'administratif qui sont arrivés. Mais si on prend catégorie par catégorie, il y a 175 équivalents temps plein d'infirmiers ou d'aides-soignants qui ont disparu du CHU en 2022. Vous vous rendez compte? Voilà. Ça, c'est le chiffre d'hier. Et c'est surtout des infirmières, à peu près 110 infirmières et 65 aides-soignants. Ils sont partis, ils sont pas revenus. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Eh bien, on ferme des lits. Et donc, on a fermé en 2022 entre 150 et 190 lits qui ont été fermés sur 1080 lits hein, que possède le CHU. Il y en a plus, il y a 15 à 20% qui sont fermés toute l'année. Voilà, ça se passe chez nous là. On n'en a pas conscience, mais c'est ça. Et c'est ça qui crée la difficulté. On a moins de monde, on ferme des lits, mais on a toujours autant de demandes. Vous arrivez toujours, vous appelez le 15, vous venez aux urgences, vous voulez être soigné, et donc l'hôpital il est plein. Donc les agents ils sont fatigués. Et donc l'an dernier, en 2022, on a encore battu des records, comme on dit, d'arrêt de travail. Alors on a déjà battu les records, tous les ans, ça fait 3 ans on bat des records. Mais là on se disait qu'on avait atteint le sommet. Tous les jours on se dit, mais c'est pas possible, on ne pourra pas aller plus haut. L'an dernier, on a atteint 10,89% d'arrêt de travail. C'est des chiffres qui ne veulent peut-être pas dire grand-chose. Dans les années 2018-2019, où c'était déjà la crise, on nous disait, la direction disait, oh, on était à 8,6. Et ils disaient, ah ouais, c'est le taquet là, on ne pourra plus tourner, messieurs, dames, on ne pourra plus tourner, il faudra faire quelque chose. Les syndicats, vous n'arrêtez pas de critiquer, vous dévalorisez l'image de l'hôpital, c'est pour ça que les gens ne viennent pas, c'est pour ça qu'ils partent, c'est à cause de vous, les syndicalistes, en gros. Hein. On est à presque 11% en 2022. Et donc les agents, ils continuent d'être en arrêt de travail, malades, et puis au bout d'un moment, ils s'en vont aussi. Donc il y a beaucoup de départs. Alors il y a des départs pour les retraites. Avec le Ségur, il y a des gens qui sont restés un petit peu au travail, 1 an de plus, 6 mois de plus, pour avoir une meilleure retraite. Ils ont bien fait. Mais là, ils sont partis. Parce que aussi, voilà, à un moment, ils en peuvent plus. Et donc on a beaucoup de départs en retraite, et on a beaucoup aussi d'un petit peu de nouveauté, mais qui commence à durer. On a beaucoup de mises à disposition. Les gens disent, bah maintenant, je vais partir de l'hôpital, puis je vais aller faire autre chose. Et donc, ils demandent leur mise à disposition. Ils appartiennent toujours au CHU, ils peuvent revenir. Sauf qu'on s'aperçoit que ceux qui partent, bah, ils ne reviennent pas trop. Hein. Donc voilà la situation aujourd'hui au CHU de Besançon. Alors vous avez vu dans les journaux, le 8 août, la direction a dit « Oh, on a fait une campagne nationale de recrutement, c'est formidable, on a eu des milliers de candidatures spontanées, on a recruté. » Ben écoutez, lisez, continuez de lire, hein, les Républicains, c'est très bien, écoutez la direction. Moi je vous dis que la direction, demain, on va la confronter avec ces articles. Et puis le nouveau directeur arrive,
Bon, ben écoutez, il nous dit aussi que ça va pas si mal, parce que l'hôpital, c'est vrai que c'est gros, il y a plein de choses qui se passent. Tant mieux, et heureusement qu'il y a des choses qui se passent. Et heureusement qu'il y a des personnels qui sont valeureux, qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, courageux, qui font bien leur travail. N'empêche qu'on est en crise. Et c'est ce qui se passe dans un énorme blocos qui s'appelle le CHU de Besançon. Ça vous touche, vous qui habitez Besançon, on n'en a pas conscience, mais des journées comme aujourd'hui, c'est pour vous dire que oui, aussi, ici, eh bien, on est impacté par les difficultés de la santé. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est pas seulement toujours se plaindre, parce que, frère, quand on est syndicaliste, on se plaint, puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on propose? Ben, l'idée aussi de ces journées-là, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on veut? On est né dans quoi, nous? On est né, après 45, il y a eu la sécurité sociale. Bordel, c'était quand même vachement, c'est un truc de fou. On a dit, on va mettre des sous dans une caisse, puis quand on aura besoin, eh bien, on les prend, puis on en fait notre prise en charge commune. Mais là, imperceptiblement, année après année, on nous dirige vers un système à l'américaine, où il y aura ceux qui peuvent, vous irez vous faire opérer, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, à Dole, dans le bloc tout neuf, et puis vous irez après dans une chambre où il y aura un tableau de maître, etc. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que vous pourrez vous le permettre. Ici, vous ne pouvez pas vous le permettre, eh bien, vous irez où vous pourrez. Donc, dans des hôpitaux publics qui seront délabrés, avec des personnels qui feront comme ils pourront. C'est ça vers le système auquel on se dirige. Et une des premières situations, c'est les mutuelles. On nous dit que les mutuelles, là, c'est pas mal, et là, on va faire que les employeurs payent la mutuelle. Alors, c'était les privés. Alors, on va être content. On paye la mutuelle, puis il y a le privé qui va nous payer la moitié de la mutuelle. Alors, c'est super. Et maintenant, on va faire la même chose aux fonctionnaires. Et nous, on va tomber les pieds dedans. Ah, bravo, ah, super, on aura la mutuelle, elle va être payée la moitié par notre employeur. Bah, écoutez, moi, je préférais que mon employeur il me paye la moitié qu'il me mette dans la caisse, mais que la mutuelle n'existe pas, puis qu'on aille vers le 100% sécu. C'est un piège dans lequel on va tomber dedans, les pieds dedans. Les journées comme aujourd'hui, c'est pour discuter de tout ça, et pour les faire remonter à l'Assemblée nationale du 15 octobre au 15 décembre, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui sera discuté. On ne doit pas se laisser faire. C'est à nous de reprendre les rênes, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc je voudrais vous interpeller aussi à mon tour en vous disant, est-ce que vous êtes satisfait de vos systèmes de santé? Est-ce qu'on continue comme ça? Et à ce moment-là, ben, on continue comme ça. Ou est-ce qu'on change les choses? Et à ce moment-là, écrivez les petits cartons verts, cartons rouges, et imposons un petit peu à nos députés des choses pour que il y a ce projet de loi de finances qui va être voté au 49.3, je vous le dis, c'est pas un scoop, mais ça va finir au 49.3, eh bien, on puisse peser dessus. En tout cas, merci d'être venu, je vous passe le micro. Tout à l'heure, parce qu'en fait, nous sommes quelques représentants du comité de vigilance de Lure sur les hôpitaux maternités de proximité, pour la défense des hôpitaux et maternités de proximité. Nous, on enregistre sur Lure une perte massive de tous les services publics, en fait. Et un hôpital qui a été complètement détricoté. Alors on s'est battu pour la maternité, qui est partie, on s'est battu pour les services d'urgence et leur ouverture 24/24, ce qui a disparu aussi. Et on s'est battu récemment pour la fermeture d'un service neurologie du professeur Ziegler. Ceux qui connaissent, ils savent certainement ce qui s'est passé sur Lure. On a manifesté maintes et maintes fois, avec des réponses de la directrice de l'hôpital de Haute-Saône à Vesoul, ainsi que de l'ARS, qui sont proprement scandaleux. Mais scandaleux, c'est-à-dire qu'on compte vraiment pour rien. Je ne veux pas rappeler la célèbre phrase de « on est des riens », mais je pense que vraiment, on a un mur en face de nous, et qu'il va falloir, à un moment donné, s'attaquer à ce mur de façon, j'allais dire radicale. On est déjà monté à l'ARS plusieurs fois. Je ne vous raconterai pas dans quelles circonstances, parce qu'on a été reçus là-bas, mais c'est pareil. On se cramponne à la table, il ne faut pas monter sur les chaises, et peut-être pas lancer les chaises à la figure. C'est incroyable, incroyable comment on est considéré. Donc à Lure, en plus, on vient d'apprendre une super bonne nouvelle. Alors déjà qu'on a pratiquement plus rien, car par des longs séjours, des courts séjours, on a encore l'UMAC, l'unité mobile d'assistance respiratoire, qui est le premier service de médecine comportementale dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a été ouvert à l'hôpital de Lure en octobre 2021. Alors cette UMAC, elle vise à accueillir en fait des patients porteurs de troubles cognitifs et du comportement de manière urgente pour des séjours courts, et il doit atteindre une capacité de 12 lits début 2022. Cette unité de médecine
aigu comportemental, UMAC, est situé au même étage qu'un autre service nouvellement inauguré, lui aussi dédié aux moyens séjours. L'unité cognitivo-comportementale, UCC. Avec ces deux services, c'est une filière complète dédiée à la prise en charge des patients atteints de maladies dégénératives qui voient le jour à Lure, permettant ainsi à l'hôpital de se revendiquer comme pôle régional en la matière. Seule une quinzaine de ces services existent en France. Eh bien, on va nous l'enlever. Voilà les grandes nouvelles de l'ARS et de la directrice de l'hôpital départemental de Vesoul. On est vraiment, on vit une... Alors, ça va dans le droit fil de ce que Colette nous disait tout à l'heure en parlant du projet de loi de financement de la sécurité sociale, quoi, pour 2024. C'est une catastrophe annoncée. Parce que dans les petites villes comme Lure et les villes périphériques dans les régions, on continue de fermer nos services hospitaliers les uns derrière les autres. C'est une cascade. On n'arrête pas. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Et on a beau manifester, on a beau se manifester en écrivant à l'ARS, en demandant des rendez-vous, rien n'y fait. Rien n'y fait. On a un rouleau compresseur. Le ministère de la Santé est un rouleau compresseur. Ça passe par les... Alors, le grand Manitou, il faut bien les déterminer, c'est les ARS. Hein, c'est l'ARS. C'est l'ARS, et derrière, on a toute une ribambelle de petits soldats, comme les chefs d'établissement hospitaliers. Et ensuite, on a aussi certains grands chefs de service avec qui on a aussi beaucoup de difficultés. Parce qu'ils essaient effectivement, vu la raréfaction des fonds disponibles, ils essaient de s'attirer les fonds en fermant des petites unités périphériques, de façon à, eux, récupérer l'argent pour faire tourner leur propre service. Y compris des fois du personnel. Mais bon, on sait que le personnel, comme l'a dit le camarade là-bas, parce que je suis syndicaliste aussi, et qu'il l'a bien dit, le personnel s'en va. Le personnel s'en va. Et à Lure, on a aussi cette problématique. Merci. J'ai oublié de vous dire, je voulais vous demander aussi à tous de rejoindre tous les mouvements de résistance, comme les comités de vigilance, les comités de défense de vos hôpitaux. Il y a des comités de défense des hôpitaux maintenant partout, hein. Il y en a 280 à peu près qui font partie de la coordination nationale, parce que nous faisons partie aussi de la coordination nationale, des hôpitaux. Donc la prochaine Assemblée Générale est à Dole. C'est quand à Dole? Le 17-18. Voilà, on y sera. Donc il faut investir vos comités de défense de vos hôpitaux de proximité. Je vous y engage fortement. Hein. Alors, comme Philippe, je fais partie aussi du comité de vigilance de Lure, de Haute-Saône, mais qui est basé sur Lure. Je vous ai amené des cartes postales qui font suite à nos rencontres au mois de mai. Voilà, je vous invite à en prendre. En plus d'être jolie, elle vous donne les coordonnées des partenaires. Voilà, je voulais vous signaler aussi dans les partenaires, à Lure, il y avait nos services publics. Hier, ils ont sorti un rapport sur les services publics, sur l'état dans l'ensemble des services publics, et qui démontre qu'effectivement, il y a beaucoup de transferts sur le privé, au détriment, bien sûr, des usagers. Voilà, je voudrais aussi ajouter à nos craintes sur Lure, dans notre voisinage, nos voisins des Vosges, l'hôpital de Remiremont qui se bat aussi pour défendre sa maternité. Il y a d'ores et déjà le service de néonatalité qui est dans la cible. Ça veut dire que derrière, il y aura certainement menace sur la maternité, parce qu'il y a quelques mois est sorti aussi un rapport sur les maternités où il y a une menace sur 800 maternités, je crois de tête, qui sont menacées aussi de fermeture. Voilà. Oui, il y a un débat qui est important pour nous aussi, au CV70,
qui ne fait pas forcément plaisir, et l'unanimité dans la profession de santé, c'est on pense qu'il faut remettre en cause la liberté d'installation des généralistes et de spécialistes aussi, comme c'est fait pour les pharmacies ou pour les kinés. Voilà, c'est un débat qui nous semble important à prendre en charge. Oui, je vois qu'il y a un psychiatre, des psychologues. Peut-être que la psychiatrie, c'est vraiment le parent pour avec les EHPAD de la santé, et que ça serait bien que vous nous donniez votre position. Passe la parole. Oui, je voudrais revenir sur le film, parce que le film, avec les différents témoignages des différents professionnels du secteur de la santé, traduit une fuite, traduit une dégradation des conditions de travail, et qui, in fine, si on le comprend bien à travers les différentes analyses qui sont proposées, in fine, conduit à ce qu'il y ait une fuite du personnel. Or, de mon point de vue, en tant que témoin de ce qui a pu se passer à l'hôpital sur Besançon, moi, je voudrais pointer que la question de la dégradation des conditions de travail, c'est pas tant la question du travail que la dégradation de l'exercice du métier. Chacun, dans le témoignage, traite de ces difficultés avec les politiques organisationnelles qui ont été mises en place depuis un certain nombre d'années, et entre autres avec la T2A, traduit une dégradation forte de l'exercice de son propre métier, qu'on soit médecin, qu'on soit psychiatre, qu'on soit infirmière ou qu'on soit aide-soignante, ou qu'on soit, comme l'a dit un des audités, brancardier. C'est-à-dire que l'organisation du travail, et je fais une pirouette avec ce qu'a dit le psychiatre, quand il parle, le pédopsychiatre, quand il parle de la saison, la période du Covid, où tous les professionnels de soins se sont retrouvés avec un seul objectif, c'est de répondre aux attentes des différents malades qui étaient touchés par le Covid, dans le cadre d'une organisation qu'ils se sont complètement appropriée. Et s'approprier une organisation du travail, c'est à un moment donné retrouver cette forme forte de plaisir que les organisations actuelles ont conduit à rendre complètement délétère et parfois à en faire des maladies. Il y a à l'hôpital, Marc Paulin l'a dit tout à l'heure en citant le bilan social du CHU, Marc dit il y a une fuite importante des situations de travail, soit je fuis en quittant l'exercice de mon métier parce que je ne me retrouve plus, je me retrouve plus dans ce que je fais, je ne me retrouve plus dans la formation que j'ai eue quand j'étais élève infirmière. Où est la qualité du travail? Et quand il n'y a plus la qualité du travail, ben, soit je fuis la situation de travail, soit je me mets en situation de maladie. Aujourd'hui, enfin, cette année, on fête les 50 ans des LIP. Je fais une petite pirouette, mais on regarde le conflit de LIP. Ce qui a été fort dans le conflit de LIP, c'est que les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, etc., les différents chefs de service de cette entreprise, se sont retrouvés tous ensemble et ont traité de l'organisation, se sont appropriés l'organisation qu'ils ont souhaité mettre pour pouvoir se payer, entre autres. Et donc, à partir du moment, il me semble, pour faire qu'il n'y ait plus cette hémorragie du personnel à l'hôpital, il faut remettre en débat la question de la qualité des soins. C'est quoi la qualité des soins? C'est quoi aussi la qualité pour moi soignant, hein, pour que, in fine, je me retrouve enfin dans ce que je fais et que j'y éprouve du plaisir. Je crois que ça, c'est une question centrale sur laquelle il faut qu'on vraiment on en débatte. Et comment les salariés, qu'ils soient du secteur de la santé, mais on retrouve la même situation ailleurs dans le monde de l'entreprise, où la qualité n'est plus au rendez-vous. Au rendez-vous pour ceux qui produisent. Et on produit un soin. Voilà, merci. Alors je pourrais vous parler des lits qui ferment, des délais d'attente qui s'allongent, y compris dans les unités d'hospitalisation. Je pourrais vous parler de la bureaucratie qui continue de bouffer notre travail.
des collègues qui partent. Mais en fait, je vais parler d'un rapport de l'OMS qui est sorti en début d'année sur la psychiatrie et la santé mentale, pas sur la santé mentale parce qu'il faut tellement supprimer la psychiatrie qu'on n'emploie plus le mot. Des solutions, il y en a peu dans ce rapport, mais par contre, il est écrit noir sur blanc qu'il faut supprimer, faire disparaître l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les services, c'est à ça. Depuis plusieurs années, l'hôpital psychiatrique est en train d'être détruit, ravagé. Les conséquences, elles sont pour les usagers. On ne peut plus faire du soin sur mesure. Malgré tout, la solidarité, elle existe entre soignants. S'il n'y avait pas de solidarité actuellement, si les gens ne revenaient pas sur repos, s'il n'y avait pas de renfort entre équipes, s'il n'y avait pas du travail sur heure sup, il y a énormément de services qui seraient fermés, qui ne tourneraient plus. Et enfin voilà, les conséquences, elles se font sentir sur les usagers. On n'arrive plus à faire des soins sur mesure. Elles se font aussi sentir sur les soignants qui non seulement ne trouvent plus de sens à leur métier, mais surtout actuellement qui sont culpabilisés. Voilà. Non seulement on se dit qu'on fait du mauvais travail, mais en plus tout est fait pour donner à entendre aux soignants qu'ils font du mauvais travail, parce qu'actuellement faire du bon travail, c'est juste tracer tout ce qu'on fait. Remplir des dossiers, peu importe le temps qu'on passe auprès des patients, du moment que c'est noté quelque part qu'on a fait ce qu'il fallait faire, ben, c'est considéré comme du bon travail. Et ça participe aux déserts médicaux. On assiste à... En fait, on est en train d'assister à la casse de l'hôpital public, de tout ce qui a humanisé la psychiatrie, tout ce qui a fait que pendant la guerre, il y a des malades qui sont pas morts dans les hôpitaux, notamment à Saint-Alban. C'est quand même important de rappeler l'histoire. Et bien actuellement, c'est en train d'être détruit et on assiste à des personnes qui sont sans soins, à la rue, dans les prisons, parce qu'on ne fait plus de prévention, ou quasiment plus, parce que quand les gens ont besoin de soins, ben, on les fait attendre, malgré nous. Et ça, c'est terrible, voilà, pour les soignants, c'est pour ça que les gens partent. Mais malgré tout, ben, on tient quand même. Voilà. Quelqu'un parlait des luttes, c'est vrai qu'on en a un peu parlé des luttes, il y en a par-ci par-là, mais on tient, on est déjà là, on continue et on résiste à cette politique de massacre de l'hôpital, tout simplement parce que l'hôpital c'est un service public. Voilà, il y a une case des services publics, l'hôpital en fait partie, donc on casse l'hôpital quoi qu'il en coûte. Voilà, quoi qu'il en coûte au niveau humain, que ce soit du côté des usagers ou du côté des soignants. Alors, moi, mon carton rouge, ce serait juste, on n'accepte pas la destruction de l'hôpital. Et puis mon carton vert, juste qu'on nous laisse travailler. Pas forcément travailler tranquille, parce que je pense qu'on a des comptes à rendre aux usagers sur ce qu'on fait, mais qu'on nous laisse travailler. Hospitalière, je suis syndicaliste toujours, et on voyait que cette tarification à l'activité, et bien ma foi, elle baissait pour chaque pathologie d'année en année. Et l'hôpital, on lui retirait des sous. Donc forcément, au bout d'un certain nombre d'années, ça a des conséquences. On les vit aujourd'hui. Moi, je vais vous parler des EHPAD aussi. J'ai une maman qui est dans une EHPAD publique. Je représentais les familles jusqu'au 6 septembre. Et je suis quand même surprise. Il y a eu le rapport Orpea qui se permet de faire du fric pour donner aux actionnaires sur le dos des personnes âgées, finalement. Et puis, dans ce service public, en représentant les familles, j'ai été amenée à demander pourquoi une telle augmentation du prix de l'EHPAD cette année. 108 € par mois, c'est assez conséquent. Et en voyant la directrice des finances qui était là, à présenter, en gros, j'ai vu que de 2021 à 2022, ben, ma foi, le budget des médecins a baissé, le budget des infirmières a baissé. Et puis nous avons un directeur qui est très connu maintenant, le directeur de Lons-le-Saunier, qui dirige le GHT, qui dit très tranquillement, il faut des médecins coordonnateurs. Les familles, il faut qu'elles viennent avec leurs médecins traitants. On n'a plus besoin de médecins en EHPAD. C'est donc quelque chose de grave. Personne ne comprend ce qu'est un médecin coordonnateur. C'est encore quelqu'un qui ne va pas aller voir les patients, qui est dans son bureau, puis qui traite avec l'ARS, etc. Tout le mépris des ARS, c'est vraiment le truc, c'est le bulldozer qui est là, et puis ils broient, ils ne font que broyer. Est-ce qu'on va toujours accepter qu'ils broient? Là, j'étais surprise, il y avait une trentaine de familles, personne ne réagit à ça. Mais on y met des termes techniques, et puis oui, personne ne réagit à ça, quoi. Donc, remettons les choses à l'endroit, et puis au moment de voter aussi, il nous faut une autre politique de santé. On ne peut plus accepter qu'il y ait ces rouleaux compresseurs.
Là, par exemple, le directeur de l'ancien Saunier était largement remis en cause. Heureusement, une journaliste qui a bien fait son boulot sur Saint-Claude, un directeur toxique. Eh bien, l'ARS ne gère pas les médecins, les directeurs d'hôpitaux. C'est quand même quelque chose. Hein. Donc à un moment donné, il faut situer les problèmes où ils sont. Et puis à un moment donné, c'est quel système on veut. On pense autant bien, quoi. Donc, je suis ancien infirmier en psychiatrie également, et accessoirement adjoint à la maire de Besançon en charge de la santé. Alors, je voudrais d'abord, au nom de Mme Vigneault qui est, vous féliciter pour cette action. Je crois que c'est important que la santé ne soit pas laissée seulement aux mains des spécialistes et soit prise en charge par l'ensemble des usagers pour se battre pour l'amélioration et surtout, je crois, pour se battre pour la défense du service public de la santé. Je crois que c'est ça qu'il faut. Alors Marc, je vais faire une petite remarque. Tu disais tout à l'heure dans le film, on ne sait pas où il part. Il y a un problème d'attractivité dans les hôpitaux. On ne sait pas où il part. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on sait où il part. Alors, d'une part, il y a en Franche-Comté la proximité de la Suisse, ça c'est une réalité. Et puis il y a aussi une attractivité très forte des salariés, soit médecins ou paramédicaux, c'est le secteur privé lucratif. Et qui prend une place de plus en plus importante et qui fait une concurrence au service public. Alors je crois aussi que la question de la... Alors la dame, camarade de Haute-Saône, parlait tout à l'heure de la question de l'installation des médecins. Je crois que la solution, elle ne peut pas être uniquement centrée sur l'hôpital. Je crois que la solution du service de santé, c'est une articulation entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Et la question de l'installation des médecins dans ce cadre-là a toute son importance. On essaie, nous, sur la ville de Besançon, modestement, avec les moyens que nous avons, on essaie, nous, de travailler à se faire en sorte que sur le territoire de Besançon et du Grand Besançon, chaque personne, parce qu'il y a quand même plus de 10% des assurés sociaux donc sur Besançon qui n'ont pas de médecin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'inscrire dans un parcours de soins. Donc je crois que c'est important de travailler. Alors on essaie de travailler, nous, avec un certain nombre de professionnels de santé. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, mais il y a eu quand même la création d'un CPTS, capacité, communauté professionnelle territoriale de santé, qui essaie, sur le plan de Besançon, de coordonner l'activité des médecins. Donc il y a cette question-là, je pense que c'est dans l'articulation. Et puis, je crois que ça a été dit au début, hein, je crois que la question, c'est véritablement la question des moyens. Et la lutte, alors c'est pas contre le PLFSS, c'est pour avoir plus de moyens dans le cadre du PLFSS, c'est-à-dire que sur un budget qui soit, lorsque j'étais salarié, l'ONDAM, on demandait nous un ONDAM à 4%, mais qui permettait juste de faire, pour les hôpitaux, de faire face à leurs dépenses courantes, c'est-à-dire les augmentations de salaire, etc. Et aujourd'hui, je crois que dans le projet, il est à 2,3, quelque chose comme ça. 2,5. Ça veut dire que les hôpitaux, tout simplement, ne vont pas pouvoir faire face à leurs dépenses courantes. Donc c'est véritablement une bataille essentielle. Alors moi, je travaille en système privé. Je travaille en système privé, je suis soignante. Alors je suis d'accord avec ce que vous dites, mais vous pouvez tout transmettre sur le privé. Parce qu'il nous manque du personnel, parce qu'on nous ferme des lits, parce qu'on n'a pas de médecin. Vous avez eu à l'hôpital public le Ségur à 183 €, nous à 160, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'on fait les mêmes études que vous, on va dans les mêmes écoles, on apprend le même métier que vous, on fait les mêmes gestes techniques que les infirmières et tout. Et on se demande pourquoi c'est pas aussi rémunéré que vous. On a les 3 jours de carence. À l'hôpital public, il n'y en a toujours qu'un. Etc., etc. Là, on a eu encore une réunion cette semaine avec notre nouveau directeur. Il y a encore dans mon service à l'état où je suis 3 aides-soignantes et 2 infirmières de trop. Je suis en chirurgie polyvalente et on nous propose des places au SSR. La chirurgie polyvalente et le SSR, c'est pas du tout la même chose. Si on a choisi de faire de la chirurgie polyvalente, de la chirurgie au départ, c'est pas pour se retrouver, bien que les postes soient
pas dévaloriser mes collègues, mais c'est pas ce que je trouver en SSR. C'est pas ce pourquoi moi j'ai signé. C'est le soin de suite et de rééducation. Voilà. Mais moi, la chute polyvalente, on a déjà 6 spécialités en chute polyvalente avec 25 médecins. C'est déjà très compliqué pour nous, puisqu'il n'y a pas un médecin qui fait la même chose, malgré que ça soit de la traumato, soit de la, etc. Ils ne soignent pas du tout la même chose. Donc on a déjà 25 choses à savoir, 25 spécialités par médecin, pour les médecins. Et après, il faut encore aller au SSR, rentrer, remplacer, en cardio, aux soins de suite, etc. etc. On n'est pas mieux loti qu'à l'hôpital public. Je veux dire, les profs, vous voulez parler, oui, ceux qui gagnent de l'argent dans les cliniques privées, c'est évidemment les chirurgiens, les anesthésistes qui demandent des dépassements. Mais je suis bien d'accord avec toi, le personnel paramédical, il est à la même enseigne, voire pire qu'à l'hôpital public. Voilà, c'est juste ça. Et est-ce qu'on ne crie pas un petit slogan à nos camarades de la Vélorussion, la santé n'est pas une marchandise? Qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais. Allez, la santé n'est pas une marchandise. 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 Parfaitement avec la psychiatrie parce que tout ce qu'on vit en ce moment depuis quelques années, voilà, c'est exactement la même chose. Juste pour vous dire que voilà, le Tour de France de la santé, c'est peut-être le moment, enfin, il faut vraiment, on n'arrête pas de ronchonner, nous soignants de notre côté, on est de notre côté tout seul. Les familles, je vois bien, elles sont tout seules aussi de leur côté. Peut-être que des journées comme ça peut permettre de faire remonter des choses à nos gens là-haut qui sont hors sol, comme on dit souvent. Voilà, qu'on marque tous sur un papier ce qu'on veut plus, et puis peut-être qu'à un moment donné, on fera du poids, mais tous ensemble, il faut peut-être... voilà, il faut que les familles se joignent à nous, les personnels, parce que nous, personnels, on est en grande souffrance, on est malheureux, on ne veut pas travailler comme ça, on devient maltraitant, on n'a plus de sens à notre travail. Mes collègues sont épuisés, demander à une aide-soignante de faire 10 toilettes par jour, c'est de la maltraitance, ni plus ni moins, et ça c'est ce qu'on fait à nos anciens. Donc bon, si tout le monde est d'accord, ben on continue comme ça, hein, mais moi je pense que personne n'est d'accord avec ça. Mais voilà, écrivez vos petits cartons rouges, vos petits cartons verts, si ça peut faire remonter des choses, je pense que c'est important, on est tous à bout de souffle et on a besoin de vous les usagers pour nous aider. Défense des hôpitaux de Dole, pour suggérer une idée aux autres comités sur une des actions que nous avons menées, c'est de faire adopter une délibération par tous les conseils municipaux sur notre territoire. On a 91 délibérations de différents conseils municipaux, donc ce qui a permis de dépolitiser l'action au sens partisan du terme, puisqu'on a des maires de tous bords politiques qui sont maintenant en appui avec le comité de défense des hôpitaux de Dole. Tu as évoqué les 35e rencontres de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité qui va se dérouler à Dole le 17-18 novembre. Donc je vous invite à venir à ce débat. Donc il y a un pré-programme qui n'est pas définitif. Actuellement, ce qui est prévu, donc il y aura un débat public sur les centres de santé, une solution pour la santé de premier recours, le vendredi soir. Le samedi matin, accès aux soins en psychiatrie, quelle solution? L'après-midi, la territorialisation de la santé, solution ou piège. Et puis, Assemblée Générale le dimanche. Voilà. Donc, 17, 18, 19 novembre à Dole. Oui, non mais ça. C'est mieux le vélo que le roller.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Alors on va conclure simplement en disant que on pense à la santé de demain, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que la santé de demain? À chacun de réfléchir, mais c'est une santé où tout le monde pourrait se soigner et où on pense à l'avenir, aux générations futures et aux vivants en général, parce que c'est pas la peine de démontrer que ça va mal à ce niveau-là. Donc on ne pense pas qu'à soi maintenant, on pense à l'avenir et c'est ce qu'on est en train de commencer à faire peut-être. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse. On m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes. J'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas près de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble on est demain.